Bienvenue dans Et pourquoi pas, je suis très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, et pourquoi pas parler du bouleversement du marché de la restauration. Pour en parler, nous accueillons sur ce plateau des spécialistes. On accueille tout d'abord Marie du compte Instagram et TikTok Restaurant Parisien. Bonjour, je suis Ça va, ravie Marie d'être là. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Super. On accueille également Jérémy Cerceau qui est fondateur Food Mood Consulting. Ça va, Jérémy? Ça va très bien, Charlotte, merci. Je suis très contente de t'avoir sur ce plateau. Très heureuse. Nous accueillons également François Druot qui est General Manager de chez Deliverect. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Et puis, nous avons Houssine Arey, qui est cofondateur de Crispy Soul. Exactement, c'est un plaisir d'être là. Bienvenue. Donc, on a plein de spécialistes pour pouvoir détailler ce sujet. Et puis, toujours mon acolyte. On a Wahib qui est ici, notre expert comptable chouchou. En forme? Ouais, Très bien, tu vas nous donner toutes les clés. Tu peux intervenir quand tu veux, tu le sais. ça marche. La France compte près de 175 000 entreprises de restauration et le secteur génère plus de 35 milliards de chiffre d'affaires. Mais il y a eu des changements après le Covid. La vente à emporter et la livraison a une croissance de plus 25%. Également, le click and collect qui a augmenté de 50%. Donc, il y a un véritable bouleversement sur ce marché. On va vouloir connaître évidemment comment ça se passe, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques. Et donc, je vous pose la question, madame et messieurs les experts, on en est où aujourd'hui sur ce marché ? Alors, c'est vrai que le marché de la restauration et de la livraison, plus précisément, tu évoquais tout à l'heure le click and collect et la livraison, ça a été effectivement une période sur laquelle les restaurateurs, je considère, ont dû être agiles, surtout en période de Covid, Oui. et sur lequel aujourd'hui, ça a eu un boom en période Covid, et tu annonçais tout à l'heure des chiffres qui sont juste incroyables, on parle de plus de 22 voire 25% de croissance, ce qui est incroyable. Ça a provoqué pour certains des vraies opportunités business, donc certains ont dû se remettre en question. Et c'est là où je trouve que le sujet a été hyper intéressant. Alors, avec un peu de recul, il y a toujours besoin de prendre une prise de hauteur par rapport à ce sujet, mais on a demandé aux restaurateurs de se réinventer, de créer, de revenir sur un métier qui n'est pas le leur à la base. Oui, c'est pas dans leur ADN finalement. C'est pas du tout dans Oui. leur ADN. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la livraison, il a fallu que les restaurateurs se fassent accompagner. Il y a eu tout un tas d'accompagnements possibles. On parle de l'expérience à la livraison, on parle de l'expérience du produit, on parle potentiellement de la déception même des produits à livraison, parce que ça a fait un gros boom, parce que autant une expérience dans un restaurant vs une expérience livrée, bah, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas la même chose. Et il y a eu des mannes et des opportunités business pour certains. Et je tiens quand même aussi à souligner que pour d'autres, ça a été quand même, pour certains, la descente aux enfers. Bah, j'imagine. Alors Marie, toi, tu es en lien direct avec les restaurants, les restaurateurs, avec ton compte Instagram et TikTok. Comment tu vois le marché? Enfin, le marché aujourd'hui, il a évolué. Quels sont un peu les problèmes, les freins? La restauration, c'est un secteur hyper concurrentiel. Et la livraison, ça crée, de ce que j'entends, de ce que je vois au quotidien, ça crée vraiment une concurrence parfois déloyale pour les restaurants traditionnels, ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire des plats à emporter. Parce que la restauration, ce n'est pas uniquement une cuisine. La restauration, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi une expérience, c'est un service, c'est même une vaisselle parfois. Et pour certains restaurateurs, mettre tout ça de côté pour envoyer simplement une cuisine à livrer qui arrive parfois tiède dans une boîte en carton, ce n'est pas possible. Donc, c'est un Et, problème. et quand tu dis c'est pas possible, en fait, c'est la dure loi aussi de la notation. Bah, c'est exactement ça, on va en parler, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs se permettent de noter, et pour un rien, on peut passer de la première place à la place d'après. Je crois que nos amis de Crispy ont peut-être des choses à nous raconter sur la notation, parce que c'est vrai que c'est un gros highlight pour eux. Hein. Houssine, toi, le marché, tu le vois comment? Parce qu'en plus, vous avez créé Crispy Soul avec ton associé Younes, juste avant le Covid, hein, c'est ça? Alors exactement, nous on fait partie en fait des restaurateurs qui sont nés avec la livraison. Nous on a connu la livraison 3 semaines après notre ouverture, parce que le Covid est arrivé 3 semaines après Mais vous ne l'aviez l'ouverture pas prévu? de Crispy Soul. On ne l'avait pas du tout prévu, on n'avait aucun compte sur aucune plateforme. On a été obligé de s'adapter rapidement. Et comme le disait Marie tout à l'heure, un restaurant, c'est une expérience, c'est une vaisselle, c'est un service. Et en fait, le challenge, c'est d'essayer de retranscrire ça au maximum via nos emballages, via du storytelling, via des flyers, via le sac, et essayer d'avoir une qualité de produit optimale. Et Marie, justement, parlait de cette concurrence déloyale. Toi, tu l'as ressenti, vous l'avez ressenti chez Crispy Soul? Comment vous avez vécu ça? Est-ce qu'on l'a ressenti? En fait, on n'a pas eu le temps de la ressentir. En fait, il fallait Je ne vais pas trop s'adapter. poser la question. En fait, ouais, on ne s'est pas trop posé la question. C'est comme chaque époque, en fait, c'est un business, c'est un marché, et le marché change et on doit s'adapter à lui. Et est-ce que toi,
Chris Pissoul, vous avez l'impression d'être un concurrent déloyal pour les autres? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, sur notre secteur, nous, on est dans de la street food. On est entre la restauration et le fast-food. Et aujourd'hui, tous les acteurs qui sont liés à nous sont sur le domaine de la livraison et ils sont obligés d'y être, même s'ils n'y étaient pas avant. Donc vous avez les mêmes cartes finalement et vous On- jouez... Sur notre secteur à nous, sur ouais, votre nous secteur. avons les mêmes cartes, clairement. François, toi, chez Deliverect, c'est quoi votre vision du marché aujourd'hui et puis surtout, quelles sont les problématiques sur lesquelles vous intervenez? C'est intéressant de voir comment les restaurateurs ont dû se réinventer. La concurrence déloyale, il faut la sous-peser parce qu'il y a des restaurateurs aussi qui ont réussi à maintenir le surplace et à développer un business en livraison en parallèle. Donc, il y a eu des opportunités qui ont permis de faire de la vente additionnelle, de l'incrémental. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense là où les restaurateurs ont compris que les habitudes changent. Donc, on a des personnes qui adorent aller au restaurant le vendredi, le samedi, le dimanche, le week-end, quand ils sont plus libres. Par contre, la semaine, ils ont besoin d'aller vite. Ils ont besoin d'aller vite à cause du travail, à cause d'urgence, à cause d'emploi du temps serré. Et ils ont envie de soit passer une commande depuis un click and collect et rapidement chercher la commande, soit se faire livrer parce qu'il ne fait pas beau, ils n'ont pas envie de sortir, ils n'ont pas le temps. Et il faut pouvoir être visible sur les deux créneaux, en fait. Il faut pouvoir, à mon avis, apporter une expérience sur place unique pour fidéliser le client, mais aussi le fidéliser de façon digitale, donc à travers les marketplaces ou à travers d'autres canaux digitaux. On parlait de click and collect, ça peut être click and delivery, à travers les réseaux. Donc il faut en fait les faire aimer notre marque pour qu'ils reviennent. Et après, il faut être disponible. Il faut être beaucoup plus agile en fait qu'il y a plusieurs années. Donc aujourd'hui, vraiment, les restaurateurs sont très attendus au tournant. Raibed s'est baladé. Il a été faire une petite interview auprès de vos consommateurs pour connaître leurs habitudes de consommation. Aujourd'hui, on va à la rencontre de clients pour enquêter sur leurs habitudes de consommation dans la restauration. Allez, let's go. Est-ce que quand tu vas au resto, t'es plutôt sur place ou à emporter? J'aime bien sur place. Plutôt sur place. Plutôt emporter. Souvent sur place. Sur place. Je préfère livrer à la maison. Combien de fois tu commandes par semaine en livraison? 2-3 fois par semaine. 2 fois. Une fois par semaine environ. Au moins une fois. Tu manges où quand tu commandes en ligne? Si je me fais livrer chez moi à la maison avec mes colocs. Je me fais livrer au bureau. Chez moi à la maison. Bureau et à la maison, les deux. C'est au bureau. Est-ce que tu connais un restaurant qui est 100% en ligne? Non, pas du tout. Non. Ouais, dévore. Pepe Chicken. Fat Poutine. Pepe Chicken. Ça vous parle ce qu'on vient d'entendre? Je pense justement, tout à l'heure, on en a parlé. On parlait des différents restaurants que vous avez, en tout cas à Paris. Et tu me disais que selon les quartiers, les gens ne consommaient pas de la même façon. C'est ça, exactement. En fait, ça dépend vraiment du quartier où on se situe. Vous avez les quartiers de bureaux, où vous allez avoir une grosse clientèle bureau à midi, où ça va être sur le soir, il faudra l'animer via notamment les réseaux sociaux pour avoir le client qui vient sur notre restaurant. Et vous avez des quartiers qui sont résidentiels, où là, vous aurez beaucoup d'emportés parce que c'est des familles qui viennent chercher pour manger tranquillement à la maison, ou c'est des étudiants qui se font livrer, ou même, voilà, on finit le boulot un peu tard, on a envie de se faire livrer, on n'a pas envie de faire à manger. Donc, du coup, voilà ce qui se passe. Jérémy, ça te parle, toi, ce micro-trottoir? Ah oui, Ce micro-salon, parce que je pense que c'est au Made in forcément, France. ça me fait réagir parce qu'il y a plein de choses hyper intéressantes. On se rend compte qu'il y a... En fait, on a aussi un peu chacun nos habitudes. Effectivement, la consommation, la livraison au bureau, elle est facile, elle est de plus en plus facile. Je ne perds pas de vue quand même, on a aussi le besoin de sortir et un peu aller s'oxygéner. C'est d'ailleurs pour ça aussi, pour moi, c'est assez important de dire, on retrouve de plus en plus de personnes dans les restaurants. Et ça, je crois que c'est un point C'est qui est l'étape hyper d'après. intéressant. Ouais, exactement. Ouais. Et la livraison à domicile, elle est pour beaucoup, c'est la fainéantise du soir, comme disait François, de ne pas vouloir sortir, il fait froid, j'ai pas envie. C'est la notion de la facilité. Et le vendredi soir, la semaine se termine, on commande notre plateau de sushi, notre burger, ce qu'on veut. On a finalement tous des petites habitudes à tout ça. Non, et puis il y a un effet très cocooning. Moi, j'ai quand même une question. J'aimerais savoir si, en fait, les restaurateurs sont aujourd'hui obligés de passer par la case livraison. Moi, je François. pense que ce n'est pas une obligation en soi. Par contre, il faut le travailler si on veut le faire, selon notre produit, évidemment. Je ne vois pas un burger aujourd'hui qui ne ferait pas de livraison, par exemple. Ouais. Sachant que le burger est un des produits les plus vendus maintenant en livraison en France, qui a détrôné le sushi, la pizza. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à une stratégie pour réussir à être disponible à la fois en click and collect, c'est-à-dire je viens sur place, mais en livraison. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, c'est le midi, je peux venir sur place parce que je fais du click and collect, ou je viens sur place parce que j'ai une heure de pause et donc je peux venir vivre l'expérience. Donc le soir, je suis à 2-3 km. C'est pas pour ça que j'adore plus tes produits, c'est juste que je suis un peu trop loin. Donc comment je me fais livrer?
Et je pense que nous, ce qu'on souhaite faire chez Delivery, c'est évidemment réussir à faire du drive to store. Tu es venu, tu peux aussi commander à distance. Ou alors, tu as commandé à distance. Comment Il y a tu viens sur deux place leviers d'entrée. En fait. La fidélité, en fait. Après, effectivement, selon les modèles, les fruits de mer, ça se fait. Ça se fait en Je livraison. l'ai vu, hein. Et ça se fait. J'ai jamais tenté. Et les paniers moyens sont incroyables. Mais c'est plus complexe. Il faut être équipé. Ça demande un coût de packaging plus gros que le burger, en effet. Jérémy, oui. François, tu évoquais tout à l'heure, il y a un sujet moi qui me passionne et c'est là où il faut être malin. C'est que les réseaux, les plateformes nous permettent aussi de toucher une clientèle et des consommateurs qu'on n'aurait pas. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a ce qu'on appelle des radius circles dans une zone très proche de son restaurant. Et finalement, il y a une clientèle et des consommateurs qu'on va drainer dans nos restaurants, qu'on n'aurait pas touchés parce qu'ils ne sont pas à proximité du restaurant et naturellement, on n'y va pas. Donc, c'est là où j'évoquais tout à l'heure, il y a eu des mannes et des vraies opportunités de développement du business parce qu'on a été capter une nouvelle clientèle. Et si on arrive à être bon et à la fidéliser, forcément mécaniquement, en livraison et sur place, mécaniquement, on crante. Et alors, Marie, je me permets de te demander, en fait, toi, ta mission, c'est de mettre en avant des restaurants, C'est ça. des nouvelles cuisines, enfin des choses comme ça. Exactement. Et- Je fais la promotion de restaurants sur mes réseaux sociaux. Et donc, c'est une nouvelle façon pour les restaurants également de se mettre en avant. C'est une nouvelle façon et c'est même une façon qui, je pense, est devenue obligatoire aujourd'hui parce que sortir du lot aujourd'hui dans le domaine de la restauration, c'est extrêmement compliqué. Et c'est ce que tu disais, toucher une clientèle plus large que celle de quartier, en fait, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, je dirais que, mais je pense que c'est 80% des personnes qui vont faire des recherches sur le web en amont avant d'aller dans un restaurant. Donc, être présent sur les réseaux ou sur Internet de manière générale, c'est essentiel. On parle de notoriété, on parle d'influence. Complètement. Chez Delivery, on a interrogé 5000 personnes et 83% disent qu'ils vont sur le site du restaurant pour se renseigner avant d'y aller ou de commander. Et environ 60-65% sur les réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où ils sont là, sur le site, sur les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas dans la zone de chalandise pour venir sur place parce qu'ils sont trop loin, il faut leur proposer des solutions. Click and collect, click and delivery, il faut leur proposer des choses. Absolument. Et alors, en termes de conseils pratiques, s'il y a des restaurateurs qui nous regardent maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner envie à leurs clients de venir ou pour en capter d'autres? Marie, qu'est-ce qui, toi, je sais pas, qu'est-ce que tu mets en avant principalement? Moi, ce que je mets en avant, c'est pas uniquement la cuisine, c'est vraiment toute l'expérience. C'est à la fois l'histoire du chef, c'est la décoration, même c'est hyper important ça la décoration aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que quand on va dans un restaurant, c'est avant tout parce qu'il y a un concept, il y a une décoration, et on revient parce que c'est bon, parce que la cuisine est super bonne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui importe beaucoup, ce qui marche beaucoup. Tu valides? Mais clairement, Tu totalement. fais appel au service de Marie ou vous faites le genre? En tout cas, à l'avenir, en tout cas, on l'invite avec grand plaisir. Je suis déjà venue, j'ai Ah, mais déjà trop goûté. bien. Ouais, il y a un moment. Trop mais bien. oui, j'ai déjà Moi, je goûté. m'occupe C'est pas de drôle. la partie réseau chez Marrant. Crispy. Et alors, C'est t'as plus fait- Inès, mais lourd, c'est un plaisir. T'as fait un post sur Crispy Soul? Je crois pas, c'était au tout début, donc c'est partie remise. peut-être que si, je sais plus. Partie Faudrait que remise. je Ça veut dire vérifie. que on t'as va- fait on va partie Mais en des- tout cas, j'avais bien aimé. Ça fait partie des précurseurs, des vrais, C'est quoi. ça. On va faire un deal bien. sur le plateau, c'est ça qui est bien. Putain, oui. Ce qui m'avait attiré justement, c'était que c'était de la soul food. Donc c'est pas quelque chose qu'on trouve partout, c'est quand même assez original. Et c'est pour ça que j'étais venue. C'est ça. Donc c'est l'originalité qui m'avait fait Merci. venir. Bah, c'est un plaisir. En tout cas, on travaille sur ça. Et c'est vrai, comme tu disais, la décoration est importante, l'univers est important. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas non seulement dans un resto pour manger, mais on y va pour vivre Une expérience. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur le chamboulement du modèle économique, parce qu'on est quand même sur un bouleversement total. Exactement. Alors, c'est une bonne passe parce que j'allais vraiment venir là-dessus parce que, alors moi, je suis aussi là pour accompagner tous ces restaurateurs et prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, elles sont aussi économiques. Parce qu'à aujourd'hui, c'est une facilité, c'est une très belle vitrine et c'est un moyen de booster son chiffre. Mais il ne faut pas oublier que le chiffre d'affaires n'est pas la rentabilité de l'établissement. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne et je vois trop souvent encore des restaurateurs qui sont partis un petit peu la tête dans le guidon en se disant il faut le faire parce que c'est mon seul moyen de faire du chiffre. Et là, on arrive aux périodes de bilan sur lesquelles les bilans, qu'ce soit les bilans intermédiaires ou les bilans définitifs, et ben là, pour certains, il y a la douche froide. Parce que la douche froide, c'est aussi les taux de marge qui fondent de manière importante. Donc, à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, Jérémy? Alors,
Il y a plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une bonne Bah oui, question. bah oui. On est là, il y a des constats, mais quelles solutions on a apportées? C'est ça. Alors, je vais être assez générique, mais qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les restaurateurs appliquent directement dans le prix de vente la marge des plateformes. Bah, c'est Donc, ça. les plateformes, on peut aller pour les meilleurs de 18-20% jusqu'à 28-30%. Énorme. Et 30%, quand on répercute ça dans le prix de vente, qui est-ce qui le paye? C'est le consommateur. Donc le consommateur final, il a ça à payer pour préserver les marges du restaurateur. Après, n'oubliez pas qu'il y a le coût du packaging qui vient également dedans. On ne parle pas du packaging. Il y a eu une grosse évolution sur le sujet du packaging, mais il y a encore 2-3 ans, les industriels ont été pris de court sur le sujet. Ça veut dire qu'il y a eu, en l'espace de 2 ans, une grosse évolution de la part des industriels, et on a besoin d'eux pour pouvoir servir des prestations de qualité, mais on a le coût du packaging. Bien sûr. Et tout ça cumulé, on peut avoir des mauvaises surprises à la fin de l'année ou au bilan intermédiaire. Ce n'est pas à toi que je veux dire le contraire. Évidemment, d'ailleurs, justement, on va faire appel à Waïb qui va nous parler tout de suite en fait, des dérives de ce marché. C'est tout de suite, l'expert nous éclaire. Oui, merci Charlotte. On est tous d'accord pour dire que la livraison des repas, c'est un business qui explose. Et si aujourd'hui on arrive tous à être livrés, c'est grâce à nos livreurs. Et ces livreurs, ils concluent des contrats avec des plateformes. Et malheureusement, parfois, des plateformes peuvent abuser de leur pouvoir. C'est l'exemple de la société Take It Easy qui s'est vu requalifier son contrat le 22 novembre 2018 parce qu'elle imposait un pouvoir de sanction à ses livreurs si, par exemple, les commandes n'étaient pas livrées en temps et en heure. Donc j'entends qu'il faille impérativement satisfaire la clientèle que nous sommes de plus en plus exigeante, mais il faut que les plateformes appliquent le droit du travail et qu'elles ne bafouent pas cette disposition qui est indispensable, qui est importante. Je rappelle qu'un contrat de travail, c'est une mission, un salaire et un lien de subordination. Le livreur, s'il est prestat, il ne peut pas y avoir de lien de subordination. Sinon, la structure en question, la plateforme, l'embauche, et auquel cas, si les deux parties sont d'accord pour travailler ensemble, on signe le contrat et on y va. Et petit focus aussi pour les restaurateurs, je pense que vous êtes familier avec, mais je vous le dis quand même, attention au taux de TVA sur votre logiciel de caisse, livraison 5,5, sur place 10. Beaucoup de restaurateurs parfois vont un peu vite, ne paramètrent pas leur logiciel de caisse et on perd 4,5 de rentabilité. Tu en parlais Jérémy, le chiffre d'affaires c'est bien, la renta c'est mieux. Si on perd 30% avec des plateformes parce qu'on n'est pas suffisamment visible, parce qu'on n'est pas dans le bon quartier, tu as raison de le souligner, parfois certains restaurateurs ne sont pas dans les bonnes rues. Et effectivement, la livraison, c'est un plus, mais si on perd 25% de marge et en plus, on perd 5% de TVA, du coup, les comptes ne sont pas bons. Donc, c'est important d'être vigilant. Merci beaucoup, Waïb. Tu as quelqu'un à nous présenter, comme à chaque fois? Ben oui. Comment il s'appelle déjà? Basilou. On t'écoute. Hey, c'est Basilou. Aujourd'hui, on va voir si c'est rentable pour un étudiant d'être livreur Uber Eats. Tout d'abord, pour le lancement de l'activité, on va tout simplement partir sur une création de micro-entreprise. Ce sera le plus simple. Et en fait, ça coûte 0 € en France si tu le fais toi-même. Ce sera nécessaire car il faudra déjà prouver lors de ton inscription sur Uber que l'entreprise existe. Deuxième point important, investir dans du matériel. Au niveau des plus grosses dépenses, on aura notamment le vélo. On peut en trouver facilement un autour de 100 €. Et avec les protections et les équipements, on va dire qu'on part sur un investissement de 200 € pour ce poste-là. Ensuite, au niveau du smartphone et de la batterie portable, on va dire que tu en achètes un spécial pour cette activité autour de 500 € ou bien tu peux utiliser le tien en attendant. On peut ajouter également un sac de livraison ou bien le sac de la plateforme pour un coût de 35 €. On arrive donc à un total d'investissement de 735 €. De plus, il sera recommandé de prendre une assurance responsabilité civile afin de te couvrir en cas d'accident par exemple, qui pourra coûter autour de 20 € par mois. Pas besoin de couverture mutuelle comme tu es encore étudiant. Au niveau des revenus de l'activité, suite aux engagements pris par les plateformes en avril 2023, il y a une rémunération qui est fixée à un minimum de 11,75 € par heure d'activité sur la plateforme. Il est bien sûr possible de générer plus de revenus et ces revenus seront calculés en fait via un montant fixe pour chaque commande prise en charge et livrée, ainsi que pour la distance de livraison. Il y a des primes possibles en cas de pic d'activité ou de pluie par exemple. Sur une livraison, si on retire les frais de beurre, un livreur gagnera en moyenne 4 € par course. Disons que notre étudiant arrive à faire 4 courses par heure en moyenne et qu'il décide de travailler 12 heures par semaine, un peu les soirs de semaine et un peu le week-end. Alors par semaine, il va réussir à générer 192 € de chiffre d'affaires. Passons maintenant à la rentabilité. Il aura 11,1% de cotisation sociale s'il bénéficie de l'acte, c'est-à-dire qu'il va payer 20 €
par semaine. Après cotisation, il lui reste donc 172 € de bénéfices par semaine. Après un mois d'activité, il aura donc déjà rentabilisé son investissement de départ. En continuant sur ce rythme, l'étudiant peut donc espérer gagner un peu plus de 700 € net tous les mois en travaillant 12 heures par semaine. Allez, je vous rends l'antenne, à la prochaine. Merci beaucoup Basilou parce que tu dédramatises des sujets qui peuvent paraître très compliqués vu de l'extérieur. Je voulais qu'on revienne, Jérémy, aux solutions. Est-ce que la livraison, c'est la seule solution pour faire de la rentabilité? Alors, la livraison, c'est une des solutions. Oui. C'est pour ça que c'était intéressant, en tout cas, d'écouter François sur le sujet, parce que François, tu es au cœur d'une évolution, voire même d'une révolution. Parce qu'aujourd'hui, forcément, on a tous un peu essuyé les plâtres et il y a eu un certain nombre de sujets sur lesquels on ne veut plus en entendre parler sur la livraison. Je crois que tu avais 2-3 trucs un peu sympas à nous partager. Complètement. Merci Jérémy pour cette passe. Enfin, je pense Deliverect, 4 solutions qu'on peut apporter aux restaurateurs. La première chose, c'est est-ce que je gère facilement mes menus digitaux et comment je gère les commandes en cuisine. Okay. Nous, on agrège toutes ces commandes-là dans le système de caisse, une simplification de la gestion de ces flux-là. Donc déjà, je ne perds pas de temps, je n'ai pas forcément un employé en plus qui va retaper les commandes dans le système de caisse, je fluidifie mes opérations. Okay. C'est externalisé. C'est un logiciel qui permet d'agréger toutes les commandes de livraison dans votre système de caisse. Okay. En plus de ça, Deliverect développe du coup le canal en propre pour les restaurateurs. Se faire livrer depuis Instagram, depuis un bouton, devenir propriétaire de sa data, avoir des meilleures marges, parce que le modèle économique est différent. On ne pourra pas se passer des Uber Eats, Deliveroo. Just Eat, ils sont trop puissants. Ils font du lead generation, ils apportent les clients et derrière, ils font la logistique. Demain, ce qu'on propose au restaurateur, c'est de faire lui-même son lead generation. C'est depuis Instagram, j'ai 25 000 followers, c'est déjà un outil que j'utilise tous les jours. Comment, en fait, je propose un lien et permettre à mes clients de se faire livrer très rapidement. Deuxième solution. Troisième solution. Peut-être à coupler d'ailleurs avec les influenceurs ou les personnes complètement. qui... Les restaurateurs, c'est pour ça que vous vouliez vous parler d'ailleurs. Ouais, complètement. Les restaurateurs, ils ont besoin d'aide là-dessus parce sûr. qu'il y en a qui le font eux-mêmes, il y en a qui ont un community manager, il y a des agences qui le font très bien aussi. Donc, c'est comment j'accompagne les restaurateurs à développer leur canal en propre depuis Insta. Troisième solution, est-ce qu'on veut refaire sa livraison par ses propres moyens, avoir ses propres livreurs? On est capable d'aider les restaurateurs à digitaliser leur flotte de livreurs via une application coursier. D'accord. Donc, on reprend la main sur ces livraisons. Et la quatrième solution, c'est j'ai pas le choix d'être sur Uber Eats, Deliveroo quand je veux faire de la livraison. C'est hyper puissant. La question, c'est comment j'équilibre cette part. Donc, je développe mon canal en propre. Et du coup, sur ces canaux-là, les marketplaces, comment je m'assure de bien driver mon business? Quand j'ai 4, 5, 6, 10 restaurants, quelle est la position de chacun des restaurants sur chacune des marketplaces? Quel est mon temps de livraison moyen? Quelle est ma notation moyenne? Où est-ce que je détecte les bugs? Pourquoi? Pour matcher l'algorithme et ressortir le plus haut possible. Après, quand je match l'algorithme, j'ai déjà plus de pouvoir de négociation avec les marketplaces pour dire je suis un bon élève. Donc, j'ai développé ma brand, j'ai un produit qui plaît et je peux négocier un petit peu mon taux. Est-ce que c'est crédible de pouvoir se mesurer à ces mastodontes? Complètement. Oui. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte. La semaine dernière, je discutais avec des restaurateurs. L'un avait 195 000 followers. Les autres, en moyenne, 20 000. Oui. Et un, 8 000. La question que je leur posais, c'est vous connaissez ces followers? Pourtant, vous avez bâti cette zone de fans, cette base de fans. Donc maintenant, juste convertissez-les. Donc c'est un ROI pour les community managers, pour les agences qui permettent simplement de connaître ses clients. Et se régaler. Ouais, mais c'est là où la solution est intéressante. Après, je pense que là, comme tu disais, c'est beaucoup plus mature. La livraison a évolué Bien depuis. sûr. Et nous, ce qu'on remarquait à l'époque, c'est qu'il y avait une vraie part de marché à aller chercher avec des clients qui étaient déjà fidélisés, qui avaient l'habitude déjà de venir chez nous et qui étaient obligés de recommander via les plateformes. Là, on leur proposait une solution alternative et ils y allaient parce que là, les commissions de 30 ou 20%, du coup, elles n'existaient plus. Donc, on pouvait proposer des tarifs qui étaient les mêmes qu'on proposait directement en restaurant. Et donc, du coup, c'est là où je disais que nous, les plateformes, on les prenait comme des marketplaces. C'est-à-dire que c'est pour attirer le client chez nous. Mais une fois que le client est qualifié, c'est là où ça devient intéressant de passer sur du click and collect ou de la livraison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle des restaurateurs qui se digitalisent. Mais là, j'ai envie qu'on se parle au travers du pitch des ghost kitchen, des dark kitchen. C'est tout de suite le pitch. Et nous accueillons Feriel qui vient nous parler de Foodger. Bienvenue Feriel. Merci. Alors c'est à toi, on t'écoute. Alors j'ai écouté votre débat et on est parti des constats que vous avez déjà soulevés pendant tout ce débat-là. Pour lancer Foodger en 2022, il y a quasiment 2 ans,
Le premier constat que nous, on a vraiment soulevé, qu'on a regardé, c'est tous les bouleversements qu'ont connu la marché de la restauration et qui ont impacté les restaurateurs, notamment le Covid qui est passé par là, qui a mis à l'arrêt la restauration en salle, tous les facteurs économiques tels que la hausse des coûts d'énergie, la hausse des coûts des matières premières, qui font que les restaurateurs sont fragilisés et qu'ils ont du mal à rentabiliser leurs coûts fixes. Donc ça, c'est un premier constat. Et on s'est dit qu'il fallait absolument qu'ils se diversifient au-delà de la salle, et c'est ce que vous avez mentionné, qu'ils aillent dans la livraison de repas, qui est un marché florissant. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas forcément en tirer les bénéfices. Et je pense que tu l'as mentionné, ce n'est pas forcément dans leur ADN de réussir sur la partie livraison de repas. Il faut que leur menu soit adapté. Il faut qu'ils arrivent à réfléchir à leur marge, parce que les commissions sont énormes, et être visibles sur les plateformes. Donc on fait quoi? On a lancé Foodger pour répondre à toutes ces problématiques. On a pris en main la partie création de marque pour le restaurateur. Donc, on s'est dit qu'on allait créer des marques qui étaient pensées pour réussir sur les plateformes de livraison. Donc, on s'est dit vraiment, notre expertise, c'est réussir sur ces plateformes-là, maîtriser les codes. Et on a aussi créé ces marques-là pour qu'elles soient intégrées dans n'importe quelle cuisine de n'importe quel restaurant très facilement. Donc, elles sont clés en main en ce sens-là. Donc, nous, on ne possède aucune cuisine. On entre en partenariat avec des restaurants qui ont des cuisines, qui sont souvent sous-utilisées. Et on va cibler ces restaurateurs-là et on va leur proposer nos marques dans leur cuisine. Et ça, c'est ce qu'on appelle un modèle de host kitchen. Vous aviez mentionné la dark. En fait, c'est vraiment l'anti-dark kitchen parce qu'on ne va pas ajouter des cuisines supplémentaires. On va rentabiliser, optimiser des cuisines existantes. Et donc, c'est une mécanique vertueuse parce que pour les restaurateurs, ça leur permet de tirer les bénéfices de la livraison de repas parce qu'ils gagnent en fait un complément d'activité. C'est un plus pour eux, c'est des revenus en plus. Et c'est clé en main parce qu'ils n'ont rien à gérer. Il n'y a aucun coût pour eux et rien à gérer à part exécuter la commande quand elle arrive. C'est ça, il est formé un minimum parce que... Tout à fait. Il faut les former. Alors, on a une partie formation qui est finalement assez rapide parce que tout est pensé pour être assez simple d'utilisation. Donc, les recettes sont assez simples, mais conçues pour être performantes sur les plateformes, évidemment, mais simples dans les ingrédients, dans la composition aussi des choix et des recettes. Et on a vu que ce qui fonctionnait finalement sur les plateformes aussi, c'est d'apporter des choix assez simples pour les consommateurs finaux. Plus il y a de choix, plus c'est complexe, moins le consommateur a envie d'acheter. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy? Alors moi, je trouve ça t'évoque quoi? Alors moi, ça m'évoque que c'est très malin. Et c'est une opération qui va répondre à des besoins, et on parlait tout à l'heure d'équilibre économique et d'occuper des espaces et des plages horaires qui sont sous-exploités ou des cuisines qui sont sous-exploitées par rapport à un frein ou un ralentissement d'activité dans certains endroits. Un point selon moi, attention sur les réseaux de franchise. D'aborder les réseaux de franchise dans ces sujets-là avec beaucoup de précautions, puisque les réseaux de franchise sont gérés par des têtes de réseau et donc ont une organisation nationale. Je ne dis pas que ce n'est pas compatible, je dis juste attention, parce que j'ai moi-même été confronté à ce genre de sujet. Et attention aussi, surtout sur la bonne compréhension de pouvoir restituer ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'équilibre gagnant et c'est un modèle très malin. Bravo. Marie? Moi, je trouve ça très intelligent aussi. J'avais juste une petite question parce que en ce moment, le recrutement du personnel, c'est extrêmement compliqué pour les restaurateurs. Comment ça se passe dans ce cas-là? C'est le personnel qui est déjà en cuisine qui effectue les commandes, c'est ça? C'est tout à fait ça. On rentabilise tout. Et en effet, le personnel, on ne demande pas au restaurant d'ajouter en fait du personnel parce que le pari, c'est que la proposition de valeur, c'est qu'il n'ait aucun coût pour lui. Donc, on va chercher et cibler des restaurateurs qui ont cette capacité-là. On ne va pas forcément avoir du personnel qui est disponible à 50% même de son temps, on prend même 20%. Et c'est pour ça que nous, notre travail, c'est de réfléchir à des marques qui soient le plus simples possible. Et j'insiste sur ce point, c'est que les recettes soient très simples, la formation est rapide. Et donc, pour le personnel, c'est comme quasiment ajouter quelques items en plus dans le menu actuel. C'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Et donc, oui, il y a en effet un problème de staff, mais il y a des entreprises qui essaient de répondre à cette problématique-là, telles que Brigade, Extracadabra, qui apportent une réponse, en fait, pour essayer de trouver un personnel toujours disponible. Et nous, les restaurateurs qu'on va cibler, c'est des restaurateurs qui n'ont même pas cette problématique-là. Ils sont encore à un autre niveau qui est juste d'essayer d'être rentable et de faire que leur cuisine fonctionne. Feriel, c'est un modèle qui ressemble beaucoup à Clone. C'est quoi la différence? Alors, ça ressemble à Clone, ça ressemble à d'autres aussi. Il y a d'autres acteurs qui sont sur ce modèle-là. Nous, ce qu'on a vraiment le pari qu'on veut mettre en place et notre proposition de valeur, c'est d'être complètement clé en main. On l'a poussé au maximum. On s'est dit que le restaurateur doit seulement exécuter les commandes en cuisine et réceptionner la marchandise parce qu'on n'est pas là pour réceptionner la marchandise. Et ce qui veut dire aussi que, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, parce qu'on a vu un peu les différences au sein d'un restaurant, le passage des commandes fournisseurs. Donc, pour être approvisionné en matières premières, c'est nous qui le faisons. On a une équipe en interne qui se charge de ça. On utilise un logiciel technologique
Et on prend vraiment toute cette partie-là. Et on est le seul acteur qui le fait aujourd'hui. Et pour le restaurateur, c'est un gain de temps fou parce qu'il ne réfléchit même pas à ses besoins en Il quantité. n'y a pas d'anticipation pour Aucune penser à vous. anticipation. Et toi aussi, est-ce que tu accueillerais une marque virtuelle dans tes restaurants? Alors, nous, on a déjà été contactés par des confrères. Pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait pour la principale raison que pour le confort en fait, de nos salariés, parce qu'on était déjà rentable, que notre restaurant tournait déjà très bien D'accord, ouais. et qu'on n'avait pas besoin d'enclencher Une pression un supplémentaire. autre levier. Voilà, pour faire de la rentabilité. Mais maintenant, je trouve que c'est un business plan super studieux parce que pour les gens qui vont chercher de la rentabilité, c'est super intéressant parce qu'au-delà même de passer les commandes pour eux, vous vous adaptez aussi aux produits qu'ils ont en restaurant pour qu'ils puissent envoyer ces produits-là sous d'autres aspects parce qu'ils s'occupent de la partie communication sur les plateformes de livraison, vous occupez aussi de la partie photo et c'est un vrai métier. François, un petit mot sur ce pitch? Ouais, moi, je connais bien. On discute actuellement pour simplifier justement l'arrivée de ce flux de commandes-là dans n'importe quel restaurant. Et moi, ce que j'adore, c'est ce que je fais depuis 7 ans, c'est on aide la restauration à se digitaliser. Et en fait, on ne peut pas regarder qu'en arrière, il faut aussi regarder en avant. Ça arrivera, c'est déjà là. Donc, les nouvelles générations vont toujours à un moment être sur leur téléphone, à vouloir commander depuis le téléphone, même si on essaiera toujours de les faire venir sur place, mais on digitalise la restauration. Ça n'empêche que le samedi soir, le samedi midi, le dimanche midi, j'adore aller au restaurant, mais il faut avoir aussi des produits de qualité sur les marketplaces. Donc, moi, je trouve ça hyper intéressant, avoir le modèle dans le temps pour vous, pour le restaurateur. L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Feriel. Un dernier petit mot de chacun sur ce marché et sur comment être rentable. Marie, à ton avis, le dernier petit input? Comment être rentable? Déjà, moi, je pense qu'il faut réussir à faire livrer de la cuisine de qualité. Je pense que c'est essentiel parce que c'est la question que se posent les restaurateurs. Comment, par exemple, faire livrer de la friture et que ça ne soit pas gorgé d'eau quand ça arrive? Exactement. Et donc ça, c'est un questionnement pour moi, Merci, essentiel. Marie. Jérémy? Alors moi, je veux juste insister 1 minute sur les plateformes Non, de 1 livraison. minute, non. Pas 1 minute, 10 secondes. Oubliez pas que ce sont toutes des sociétés commerciales, que les montants de redevances, les pourcentages qu'on évoque depuis tout à l'heure, et tout à l'heure je parlais de 18 à 30%, c'est exactement ce qui se passe. Donc il ne faut pas hésiter, s'il vous plaît, messieurs les restaurateurs, à avoir des négociations serrées et valoriser vos produits, valoriser votre savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, on touche à votre portefeuille et c'est important de préserver les marges de nos restaurateurs et trouver un équilibre win-win. Merci, Jérémy. François? Je dirais omnicanalité et diversification du risque. On doit travailler avec les marketplaces, les plateformes de livraison, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Mais maintenant, il y a des outils qui existent pour vraiment développer aussi une livraison plus vertueuse, rentablement parlant, et qui va nous permettre d'amener les clients chez nous, de connaître nos clients en livraison. Merci. C'est important. Merci, François. Oussine, un dernier petit mot? Clairement, je reviens sur ce que disait Marie, investir sur sa qualité de produit et sur ses emballages pour livrer un vrai prospectus à son client, pour le faire revenir par la suite dans son restaurant. Feriel? C'est simple, intégrer une marque virtuelle dans son restaurant. Elle ne perd pas le nord. Merci beaucoup Clairement. à tous mes invités. On a appris plein de choses. J'espère que c'est le cas également pour vous. On a du contenu additionnel qu'on vous met à disposition sur les réseaux sociaux. Merci Wahib. Merci à On toi. se retrouve la semaine prochaine? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas?